District d'Abidjan, les petits métiers, source de revenus pour de nombreux jeunes souvent diplômés. Comment s'en sortent-ils? Ils se confient à nous ce soir. Enfin, le Venezuela ne veut plus du président socialiste Nicolás Maduro. Quelles sont les étapes de cette crise? On en parle également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Ils sont jeunes, certains fréquentent une université ou une grande école, d'autres sont déjà diplômés mais peinent à trouver un emploi. Ces jeunes survivent dans le district d'Abidjan grâce à de petits boulots, notamment la cordonnerie ou l'imprimerie. Leurs difficultés sont nombreuses. Honorine Anigori les a rencontrés. Les jeunes et l'emploi, un binôme bon à prendre si seulement l'emploi s'acquérait facilement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail. Pour preuve, le taux de chômage en 2017 en Côte d'Ivoire est de 5,3%. Toute chose qui inquiète quelquefois les étudiants. Rien qu'entendre nos dévancés déjà qui sont sur le point de trouver du travail, on entend que ce n'est pas facile de se trouver du travail maintenant. Nous pensons que la jeunesse même est le pilier du développement économique de demain. Et donc si l'État pouvait véritablement s'occuper de la jeunesse, contribuer aux différentes difficultés de la jeunesse, croyons que la Côte d'Ivoire pourra véritablement évoluer. D'autres par contre se félicitent des moyens mis en place par le gouvernement pour faciliter les débouchés. Grâce à l'emploi, j'ai déjà eu un stage, j'ai fait un stage grâce à eux. Et plusieurs fois aussi sur mon téléphone, en tout cas, je reçois des messages, des propositions d'emploi, des entreprises grâce à Emploi Jeune. Franck Yavo et Martial Haricot, pour gagner leur vie, ont choisi le métier de cordonnerie dans l'informel. Ils rhabillent les sacs et les chaussures usées. Si tu as ta chaussure qui est dégradée, ton sac aussi, tu peux envoyer ça avec un tissu, pain, et puis habiller ça. Je n'ai pas appris, mais je vais dire que c'est un don. C'est grâce à ça que je loue ma maison. En tout cas, je m'occupe de mon enfant avec. Je viens de temps en temps pour l'aider. C'est dans ça qu'il m'a appris aussi à fabriquer les chaussures. Je gagne un peu. L'argent, bon, quand je gagne, c'est pour mes besoins. Chérif Falana, après son diplôme de brevet de technicien supérieur, a créé son entreprise d'informatique et d'imprimerie. Il s'en sort bien. Au départ, ça a été par contrainte, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus poursuivre les études, faute de moyens, et puis je me suis lancé dedans. Avec ce métier, justement, je paye mon loyer, comme vous voyez aussi, le local aussi, en tout cas, ça va. La vie n'est pas facile, mais il faut pouvoir être conscient d'abord. Il faut aimer ce qu'on fait surtout. Quand tu aimes ce que tu fais, quel que soit le métier, tu vas t'en sortir. L'opération Emploi Jeune en Côte d'Ivoire est la bienvenue pour résoudre le problème de l'emploi. Elle dont l'objectif est de créer 3000 emplois décents. Pour ce faire, elle fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'encadrement du secteur informel. Au chapitre culture, la finale du concours Aoulaba 2017. Le couronnement de Marcel Lehi Okobé, représentante de la commune d'Adjamé, a été suivi par de nombreux spectateurs. Le concours Aoulaba, on le sait, met l'accent sur les formes généreuses de la femme africaine. Regardez. 36 ans, 4 enfants. La candidate d'Adjamé, Okobé Lehi Marcel, a raflé la couronne du concours Aoulaba 2017. Un concours qui met en exergue le rondeur et l'embonpoint de la femme, canon esthétique de la beauté africaine. Démarche rassurante et beauté physique impressionnante. Okobé Lehi Marcel n'a laissé personne indifférent au cours de ces 3 passages, encore moins les membres du jury sur ses qualités physiques. Les candidats du plateau et de Koumassi ont été désignés respectivement première et deuxième Sarama. C'était un sentiment de joie, un sentiment de remerciement à l'Éternel, être une femme vraiment entreprenante et pour pouvoir aider aussi mes sœurs vraiment qui sont dans les difficultés, qu'elles ne soient pas à la merci des hommes. Le concours Aoulaba s'est bonifié au fil des ans, toute chose qui rassure la présidente du CACI, Comité Aoulaba Côte d'Ivoire, et du public. C'est un challenge pour nous. Nous avons pris le comité depuis l'année passée et effectivement, nous entendons dire qu'il y a de l'engouement. Les
les Ivoiriens s'approprient maintenant le concours à Oulaba Côte d'Ivoire. Tous les rois et chefs de ce pays, c'est pour nous les Oulaba. Les Oulaba, proprement dit, c'est à nous, les rois et chefs. Et Madame Dao, avec son équipe, je leur tire vraiment le chapeau. Nous avons commencé timidement et Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Nous devons vraiment merci au président Alassane de continuer de nous aider. Nous sommes toujours à leur côté. Pour les autorités ivoiriennes, le concours à Oulaba prend en compte les valeurs esthétiques de la beauté et de la culture africaine. La beauté africaine, ce n'est pas seulement la beauté physique, c'est la beauté de l'engagement, c'est la beauté des qualités, c'est la beauté des valeurs. C'est tout cela qui est célébré en Afrique à travers la belle femme. Merci de promouvoir cette belle femme et merci de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille toujours mieux. Le concours à Oulaba valorise la femme avec une beauté qui s'apprécie autant sur le plan physique que par la place qu'elle occupe au sein de la famille, de la communauté ou de la société. La femme est belle parce qu'elle est porteuse de vie et source de maternité. Au titre des récompenses, la Oulaba 2017 est partie avec la somme d'1 500 000 francs CFA, tandis que Anastasie et Ngata Nicole, première et deuxième Salaman, ont reçu respectivement 1 million et 500 000 francs CFA de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. L'opposition kenyane continue à contester les résultats de l'élection présidentielle. Raila Odinga, son chef de file, a appelé ses partisans à rester chez eux et à ne pas aller travailler demain lundi. Raila Odinga annonce également qu'il va dévoiler sa stratégie mardi prochain. Des violences dans le sud-est des États-Unis. Les affrontements entre partisans de l'extrême droite américaine et contre-manifestants ont fait un mort et une vingtaine de blessés hier à Charlottesville, en Virginie. Le FBI, service fédéral de police judiciaire, a ouvert une enquête. L'opposition vénézuélienne exige toujours le départ du président socialiste Nicolás Maduro. Plusieurs manifestations de rue, plus de 100 morts depuis début avril, des milliers de blessés et des opposants emprisonnés. Mais quelle est l'origine de ces contestations? Tout de suite, les explications de Herman Niamia. Le Venezuela traverse une crise économique, sociale et politique et les manifestations anti-Maduro se succèdent. Avec l'effondrement du prix du baril de pétrole, le pays est au bord du gouffre financier mais aussi politique. La crise dépasse largement celle de la chute du prix du baril de pétrole. L'État est en faillite. La situation du Venezuela, qui possède l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, soulève de gros enjeux. Le Venezuela, riche de son or noir, va connaître des années de gloire. De 1999 à 2013, le pays a pour président un socialiste, Hugo Chavez, qui tout au long de son mandat a largement utilisé les recettes liées au pétrole du pays pour financer des programmes sociaux à destination des plus pauvres. Depuis le mois de juin 2014, le prix du baril dégringole pour atteindre son plus bas niveau en 2016. Pour le Venezuela, très dépendant du pétrole, la situation est intenable. L'or noir représente près de 96% de ses exportations et les 2/3 de ses recettes. Conséquence, les revenus du pétrole ont chuté de 40,7% en seulement un an. Avec la chute des prix du pétrole et l'effondrement de la monnaie, le pays ne peut plus importer suffisamment de marchandises. Le Venezuela enregistre le pire taux d'inflation au monde. Il était de 180,9% en 2015 et selon le Fonds monétaire international, il pourrait dépasser les 700% à la fin de cette année. Dans ce pays de 30 millions d'habitants, où la plupart des produits sont importés, les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter l'aggravation du manque de médicaments dans les hôpitaux et d'électricité. Le mécontentement populaire grandit. C'est dans ce contexte qu'éclate une crise politique. En 2013, le président historique du Venezuela et père de la révolution socialiste, Hugo Chavez, décède. Le 14 avril 2013, son vice-président Nicolás Maduro remporte les élections présidentielles avec 50,66% des voix face à Enrique Capriles. Cet ancien chauffeur de bus puis leader syndical tente de poursuivre l'action de Chavez, mais ne jouit pas du même soutien.
En 2015, les anti-chavistes décrochent pour la première fois depuis 17 ans la majorité au Parlement. 99 sièges pour la table de l'unité démocratique et 46 sièges pour les chavistes. L'opposition de centre-droit gagne la majorité à l'Assemblée, mais le président refuse de reconnaître sa légitimité. Le 29 mars, la Cour suprême prive de leur immunité les députés, mais revient sur sa décision face au rejet de l'opposition. Maduro s'octroie cependant les pouvoirs du Parlement. L'opposition dénonce un coup d'État et descend dans la rue. La bataille entre les deux camps s'installe et s'intensifie. Les premiers rassemblements exigeant le départ de Nicolás Maduro ont lieu en février 2014 et occasionnent au moins 43 morts. D'autres manifestations sont enregistrées, dont près de 4000 petites, essentiellement pour réclamer de la nourriture. Mai 2016, le camp anti-Maduro annonce avoir recueilli en 5 jours 1,8 million de signatures favorables au référendum pour révoquer le président socialiste Nicolás Maduro. Au mois d'août 2016, le Conseil national électoral donne un calendrier qui rend quasiment impossible l'organisation du référendum. Le mécontentement populaire est à son comble, nourri par l'inflation vertigineuse, sans oublier la pénurie d'aliments et de médicaments. L'opposition veut obtenir le départ de Nicolás Maduro avant la fin du mandat du président socialiste de la République bolivarienne en décembre 2018. Elle exige désormais des élections générales anticipées. Septembre 2016, entre 950 000 et 1,1 million de personnes manifestent à Caracas. Le gouvernement en place ne semble pas être menacé par les militaires qui accaparent de plus en plus le pouvoir politique, mais aussi économique. Maduro s'accroche et fait élire une seconde assemblée le 30 juillet 2017. L'opposition boycotte le scrutin. Une partie de la communauté internationale, dont les États-Unis, refuse de la reconnaître. L'Assemblée nationale constituante prend ses fonctions le 4 août. Maduro accuse les États-Unis de fomenter un coup d'État visant à le destituer comme ce fut le cas contre Hugo Chavez en 2000 sous l'administration de George Bush. Nicolás Maduro appelle au dialogue gelé depuis décembre. Une médiation menée sous l'égide du Saint-Siège échoue. L'alternance politique est freinée par le président Nicolás Maduro qui s'accroche au pouvoir malgré la large victoire de l'opposition aux élections législatives en décembre 2015. Dans l'immédiat, les experts misent sur une annonce par l'exécutif en signe d'apaisement d'une date pour les élections régionales et municipales qui ont été reportées. Le conflit politique qui se joue au Venezuela cache une sorte de lutte des classes. Aucun compromis ne semble possible. Le modèle dirigiste mis en place par le président Hugo Chavez entre 1999 et 2013 a trouvé ses limites en plongeant le pays dans une impasse politique et institutionnelle. Ce qui s'effondre actuellement au Venezuela, c'est tout le modèle socio-économique et politique mis en place par Hugo Chavez. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur RTI2.